Ma prochaine invitée, vous l'avez reconnue. C'est un plaisir de l'accueillir une fois par mois maintenant. Oui. Ça a été compliqué d'embarquer là-dedans, mais là, je pense qu'on peut dire que maintenant, on va vous recevoir une fois par mois. Marie-Ève Proulx, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Oui. Merci d'être là. C'est un grand plaisir, comme à chaque fois. Oui, ben, mais c'est un grand plaisir de vous recevoir aussi. Puis je pense que les gens sont heureux aussi de vous voir puis de savoir un peu parce que vous êtes un peu comme Dieu, vous êtes partout. Non, là, j'aime pas cette comparaison. non, je vous taquine. Mais hier, vous étiez sur la scène avec Samuel Blais. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Samuel Blais, en effet. Oui. Ce jeune Magny-Montois prodige, hein? C'est un prodige du hockey. C'est impressionnant quand même ce qu'il a réussi à faire. Puis je suis toujours émue, moi, quand je vois ça, des jeunes comme ça qui se démarquent rapidement en bas âge, quand même à 23 ans, gagner une Coupe Stanley. C'est pas tout le monde qui peut avoir ça sur son CV. Donc, moi, je suis toujours bien impressionnée de ça. Être à la bonne place au bon moment. Il a été chanceux, mais on sait tous. Qu'il a la qualité aussi. Tous ceux qui le connaissent ou savent le cheminement de Samuel Blais savent que ce qu'il a eu comme hommage hier, c'était mérité parce qu'il a travaillé fort pour y arriver. Oui, puis moi, ça me fait toujours... dans la vie, moi, je ne crois pas qu'on a quelque chose gratuitement. On doit travailler pour y arriver, puis lui, ça en est un exemple là, intéressant, quelqu'un de chez nous. Moi, ça me rend fière de voir des jeunes comme Samuel Blais comme ça, travailler fort puis arriver à avoir une Coupe Stanley. C'est chapeau, bravo. Mais Marie-Ève aussi pour toute l'exposition que Montmagny a eue par rapport à cet événement-là. Journal de Québec ce matin, LCN, tous les réseaux nationaux ont parlé ou couvert cet événement-là. Je voyais le journal Le Soleil, tout le monde était là hier. Alors, oui, vraiment une belle couverture médiatique provinciale, nationale. Ça, c'est pas rien pour Montmagny. Je pense que pour la région aussi, c'est une belle retombée. Puis il devient un ambassadeur de la région là, internationale. Aussi, hein? oui. Fait qu'on peut voir ça comme ça. Marie-Ève, on a plusieurs sujets à discuter. Je vais d'abord tout de suite vous parler de l'histoire des ambulanciers. Oui. Bon, je veux revenir là-dessus. C'est un article qu'il y a eu dans le journal Loi-Blanche par rapport au président là, de la section locale, la section de Saint-Jean-Port-Joli particulièrement, qui est inquiet par rapport au... on appelle ça horaire de faction ou horaire à l'heure. Oui. Bon, horaire de faction, ce sont les gens qui sont à la maison, sont en devoir 24 heures sur 24, mais peuvent le faire à la maison. Alors, si on a un appel, il faut qu'ils s'habillent. On donnait l'exemple, si c'est l'hiver, il faut déblayer la voiture, se rendre pour aller chercher l'ambulance. Alors, il y a un délai. On sait que des fois, les délais sont très serrés par rapport à sauver des vies. Tout à fait. Et il y a l'horaire à l'heure. Bon, ça veut dire que les gens travaillent sur des quarts et quand la journée est finie, ce sont d'autres ambulanciers qui prennent le travail. Maintenant, on sait que le 13 juillet, toujours selon l'article du journal Loi-Blanche, il y a eu 6 heures, il n'y avait pas d'ambulance dans la région. Alors ça commence à devenir problématique. Et le président, M. Lévesque, disait que ça fait depuis 89 que c'était temporaire, mais ça fait 30 ans. Est-ce que, je sais que vous avez été sensibilisé au problème, qu'en est-il? Où est-ce qu'on en est? Vous n'êtes pas ministre de la Santé, non, mais quand même... mais je travaille de pair avec quand même la ministre de la Santé dans ce dossier-là parce que ce n'est pas seulement que dans l'îlette Nord que le problème est vu et vécu. D'abord, moi, j'ai beaucoup été interpellée par une équipe de la Pocatière pendant la campagne électorale. Puis, depuis que je suis ministre responsable de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches, c'est 3 régions extrêmement touchées par ces différents types d'horaires. Donc, ce que je peux vous dire par rapport à ça aujourd'hui, c'est que pour moi, c'est inacceptable qu'il y ait des découvertures de services, tant ambulanciers qu'hospitaliers. Je prends le cas de la Pocatière, où il y a eu des découvertures de services au cours des dernières années importantes. Puis pour les ambulances, c'est aussi important parce que c'est quand même la sécurité de la population qui est en jeu. Fait que ça, pour moi, c'est prioritaire. Puis je vais tout faire pour s'assurer que ça n'arrive pas, ce genre de situation, ce qui est arrivé dans l'île Sud. Maintenant, il y a des situations particulières, puis c'est très complexe ce dossier d'horaire à l'heure ou d'horaire en faction, puis il y a des coûts associés à cela. Dans le Témiscouata, dans certaines régions de la Gaspésie, ça a été transformé au cours de la dernière année. Fait que notre gouvernement travaille à améliorer la situation dans des endroits critiques. En ce moment, ici, là, ça commence à être critique, puisque la Pocatière vit depuis quelques années aussi, ça commence à être critique parce que là, les ambulanciers de ces régions-là
décident de s'en aller dans d'autres secteurs auto où il y a des horaires à l'heure plutôt qu'à faction. Donc là, c'est ça, moi, qui commence à m'inquiéter. Mais en ce moment, j'ai une très bonne communication avec Danielle Mécan, puis elle fait un très bon travail. Puis je le sais qu'on va arriver à des solutions là, au cours des prochaines années pour améliorer cette situation-là et surtout offrir une sécurité pour les populations, là, même en milieu rural. Donc, ça pourrait... on commence à travailler à mettre les employés à l'heure? Bien, au lieu de faction? Moi, je ne rentrerai pas dans le détail, puis je ne pourrais pas vous donner d'échéancier aujourd'hui. Ouais. C'est quand même là, la ministre de la Santé, elle travaille là-dessus. Puis comme je vous dis, il y a déjà des régions où il y a eu un changement de mode de financement des salaires des employés, dans le fond, des ambulances. Donc, à partir de là, quand sera la Pocatière, quand sera l'îlette Nord, j'ai aucune idée, ça. Puis la ministre de la Santé non plus n'est pas rendue là. Hein, il y a beaucoup de priorités en santé. Il y avait du rattrapage à faire, entre autres, pour les personnes âgées, pour les services là, aux urgences. Donc, on travaille là-dedans, puis on essaie de mettre le mieux possible les services à la population là, en priorité, puis la sécurité de la population aussi. Mais il ne faut pas perdre espoir, puis on va s'assurer que les découvertures de services, comme on a vécu dans l'îlette Nord, ça se reproduise le moins possible. Ça m'amène à vous parler d'un sujet parce que cette semaine, on annonçait un déficit pour le CIS de Chaudière-Appalaches de 5 700 000 $. On a essayé d'avoir les chiffres pour l'hôpital de Montmagny, mais on ne peut pas les donner parce que c'est par secteur. Donc, ça comprend Thetford Mines, Lévis. Mais 5 millions, c'est inquiétant. Puis, on est quand même en 8e place. Là. On est dans les 10 pires. C'est ce que mentionnait la nouvelle. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter, Marie-Ève, pour notre hôpital? Parce que vous savez comment c'est important. On regarde juste comment l'IRM, les gens se sont tellement impliqués pour chercher 2 200 000 $. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter par rapport à ce déficit-là, particulièrement pour Chaudière-Appalaches, mais pour notre hôpital? Je dirais que non. Vraiment, pour moi, surtout particulièrement dans la région ici, on a des services de santé très dynamiques, bien structurés, qui donnent l'exemple partout au Québec. Montmagny est une des urgences, entre autres, où il y a le moins de temps d'attente. Il y a même des gens de l'extérieur qui viennent ici à l'urgence. C'est moins long à attendre ici. Partir de Montréal, venir attendre ici, se faire soigner, puis retourner chez eux, que d'attendre à Montréal directement. L'équipe médicale est très dynamique et volontaires. Ils font un travail exceptionnel ici dans la région. Puis des hôpitaux régionaux, là, de plus en plus, on s'en va vers ça. La médecine rurale, médecine régionale. D'ailleurs, j'ai annoncé au cours du printemps l'ouverture d'une école de médecine spécialisée en médecine périphérique et rurale. Oui. Donc ça, c'est intéressant parce que là, on va avoir des spécialistes au Québec pour faire de la médecine à distance, de la médecine différente que dans les hôpitaux. On veut sortir là, de ce système qu'on a. Puis le vieillissement de la population, la grandeur de notre territoire nous amène à réfléchir aujourd'hui les services différemment. Tu sais, là, on voit un déficit, mais c'est un signe pour moi qui est temps de renouveler nos façons de faire, renouveler nos approches, réfléchir différemment à comment on peut offrir les soins. Puis là, bien, c'est ça. Ça va être des réflexion qu'on devra accélérer au cours des prochaines années. Bon, on mentionnait que le ministère veut trouver des solutions pour réduire ou éliminer le déficit. On comprend qu'on ne peut pas accumuler des déficits. Mais on comprend aussi que le ministère de la Santé, c'est pas simple. Et aussi, on voit ce qui s'est passé à la Pocatière. Bon, je comprends que les gens peuvent s'inquiéter lorsqu'ils entendent qu'il y a encore un déficit, puis ils vont encore couper. Est-ce que c'est pas la solution, je pense, qui est envisagée? C'est malheureusement une équation qu'on fait trop souvent. Déficit, comment qu'on coupe, plutôt que comment on organise différemment. T'sais, c'est la logique. J'aime ça, entendre ça, oui. Oui, c'est la logique qu'il faut réfléchir différemment. C'est pas on a un déficit, il faut couper de l'argent, puis on met à terre les services. Puis souvent, quand on fait ça, là, l'histoire nous le démontre, ça finit par coûter plus cher. Hein, parce qu'on n'a pas réfléchi convenablement l'organisation des services. Puis, il y a des équipes intéressantes au CIS de Chaudière-Appalaches. Le PDG actuel fait un travail exceptionnel, puis il est capable d'avoir des équipes pour réorganiser les choses. Puis c'est là qu'il faut aller. C'est comme ça aussi que les organisations vont se démarquer. Comment faire les choses différemment, puis comment amener ces équipes à travailler différemment pour offrir un service à la population, mais peut-être en trouvant des approches qui sont moins coûteuses.
Donc, ce choix pas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour... Bien, il ne le faut pas parce qu'il y a un vieillissement de la population. Fait qu'on va avoir une nécessité d'offrir des soins supérieurs, davantage de soins, parce qu'il va avoir un besoin, là, en vieillissant. Plus c'est démontré là, scientifiquement que plus on vieillit, plus on a besoin de soins. Donc, il faut qu'il y ait une répartition sur le territoire. Sinon, tout va être concentré dans 2-3 villes au Québec. C'est pas ça qu'on veut. Puis on a des CHSLD aussi. Oui. Bon, on sait tous les problèmes qu'il y a en CHSLD actuellement. Est-ce que vous êtes, parce qu'il y en a plusieurs dans notre région, est-ce que vous êtes concerné par ça? Est-ce que vous êtes souvent interpellé à ce niveau-là? Par rapport au CHSLD, en fait, en ce moment, ma collègue Marguerite Blais travaille sur le concept de maison des aînés. Là, ce qu'on a annoncé là, pendant dans notre plateforme, là, notre vision du Québec, il y a les maisons des aînés, des endroits de haute qualité pour assurer que les gens puissent continuer de vivre, peut-être bouger, avoir une meilleure qualité de vie à plus long terme. L'approche des CHSLD est dépassée aujourd'hui, puis c'est ce qu'on trouve. Fait qu'on veut améliorer cette approche. Évidemment, ça prend des endroits où il y a des soins à offrir aux personnes âgées. Puis on sait que la population est vieillissante, donc on aura besoin d'endroits de qualité où les gens auront envie d'aller. Hein? Pas, là, en ce moment, là, ce qu'on entend dans la population, c'est on veut pas aller là, on ne veut pas envoyer nos parents. On a envie de penser à d'autres choses plutôt que de se rendre dans un CHSLD. Fait qu'on veut changer cette image parce qu'il y a certains CHSLD, entre autres, qui vont très bien. Donc, on veut améliorer l'image. Les gens travaillent plus maintenant, des soins à la maison pour... Oui, et ça, on investit dans le soutien à domicile. C'est une solution exceptionnelle parce que ça permet aux gens de continuer de bouger. Parce que moi, je crois sincèrement que c'est en continuant de bouger, en faisant de l'exercice, en se faisant notre propre nourriture, qu'on arrive à avoir une meilleure qualité de vie, peu importe notre âge. Donc, c'est dans cette perspective-là qu'on préfère soutenir à domicile. Puis, dans les dernières années, on a vu un investissement important. Puis, nous, on va continuer d'investir en matière de soutien à domicile parce que les gens veulent rester chez eux le plus longtemps possible. Oui. Puis, il y a moyen de réfléchir aussi d'habiter chez soi ou d'habiter peut-être avec d'autres gens ensemble, de partager des services. Il faut réfléchir, là, l'approche de l'habitat, peut-être, du fait que notre population est vieillissante. On va changer un petit peu de sujet. Oui. Parce que la dernière fois que vous êtes venu nous voir, vous partiez, je pense que c'est le lendemain, le 4 juillet, oui. Vous partiez en mission sur l'économie sociale à Paris. Oui. Chanceuse. Vous êtes allée à Paris. Oui, je suis allée à Paris. Il faisait chaud. Racontez-nous un peu votre voyage. Comment vous avez trouvé votre expérience? Il faisait très chaud, mais au-delà de ça, moi, j'allais rencontrer plusieurs organismes, organisations, des politiciens de Paris, de la France, en fait, des ministres. J'allais aussi participer à un événement qui s'appelait Pacte for Impact sur l'économie sociale et les coopératives, comme vous le mentionnez. J'allais donner une conférence là-bas. Donc, j'ai rencontré des organisations, des projets, des initiatives, justement pour mieux occuper notre territoire, pour garder nos services de proximité. Comment on fait pour garder nos services de proximité? Comment la France innove en matière d'économie sociale, en matière d'accélérateurs d'entreprises aussi dans les régions. Donc ça, j'ai trouvé ça fort intéressant. Ça m'a donné beaucoup d'idées pour le Québec. Puis, au niveau de la conférence, ça m'a permis de rencontrer, il y avait des représentants de 30 pays là-bas. Donc, ça m'a permis de rencontrer des gens de plusieurs pays, d'avoir des échanges avec eux sur des nouvelles approches. Le Québec est avant-gardiste en matière d'économie sociale et de coopérative. On a toujours eu des lois avant-gardistes, des plans d'action, puis on continue de se démarquer. C'est ce que j'ai pu constater aussi en côtoyant les gens de d'autres pays. Les gens reconnaissent notre approche, la voient comme avant-gardiste. On utilise beaucoup l'économie sociale comme méthode d'occuper et revitaliser nos territoires. Donc, tu sais, comme par exemple, ce que j'ai fait à Saint-Pierre avec la coopérative alimentaire, bien, c'est un modèle. C'est des façons qu'il faut prendre pour occuper notre territoire différemment puis se donner des services de proximité différemment. Ça peut être dans le milieu de la santé, hein? Les coopératives de soutien à domicile, par exemple, qui est une innovation aussi qui fait en sorte qu'on se démarque. On regroupe des services, on regroupe des employés pour offrir un service à la population. Ça se fait pas ailleurs? Non, c'est vraiment, c'est une innovation du Québec. OK. Oui. Et
concrètement, ça peut nous amener quoi au Québec, ce genre de rencontre-là? Bien, ce genre de rencontre-là, en ce moment, au niveau international, on recherche beaucoup à faire des financements, des initiatives d'investissement alternatifs, comment on travaille ensemble. Puis déjà, on a développé des partenariats pour créer des initiatives d'investissement alternatives au mode de financement d'entreprises, d'organismes actuels. Fait que ça peut nous apporter des partenaires, investisseurs internationaux pour investir dans des initiatives d'ici. Okay. Ça, c'est fort intéressant là, à moyen terme là, qu'on puisse... c'est ce genre de contact que j'ai fait. Là. OK. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas envié les autres. On est quand même bien pourvu dans notre beau Québec. En matière d'économie sociale et des coopératives, tout à fait. Oui, on est avant-gardiste, puis on doit continuer de l'être. Puis c'est en allant à des initiatives comme ça, puis en travaillant ici fort à construire, à innover, va nous permettre de garder notre position. Oui. Ça me permet, ça m'amène à peut-être vous poser la question de savoir, la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit ici, oui. Est-ce que eux, ces autres pays-là, vivent ce même problème-là que nous, ici au Québec ou au Canada? Bien, il y a l'Italie, le Japon, le Canada, qui sont des pays où ils ont leur population vieillissante et plus grande que la population naissante. Fait que c'est des pays avec lesquels qu'on a intérêt à observer. Le Japon, entre autres, est avant-gardiste à ce niveau-là, puis ils ont un petit peu plus d'avance sur leur population vieillissante que nous. D'ailleurs, j'ai rencontré pendant ma mission à Paris la ministre de l'Emploi de l'Italie. Puis on a eu de très bons échanges sur comment l'intérêt qu'on a de travailler justement avec les personnes plus âgées, de les maintenir en emploi, puis comment l'économie sociale peut favoriser ça plutôt que l'économie traditionnelle. Hein? L'économie sociale peut permettre d'avoir des horaires plus flexibles. On constate que c'est plus humain de travailler dans des entreprises d'économie sociale que de travailler dans des entreprises traditionnelles où on recherche la performance pour la performance. Donc ça peut être intéressant quand on a une population vieillissante. Puis c'est un peu ce genre de discussion que j'ai eue avec l'Italie, qui eux aussi connaissent un vieillissement de la population important. Donc on n'est pas tout seul à vivre ce problème de main-d'œuvre? Pas du tout, mais c'est sûr qu'on n'a pas les... Puis en Italie, ils ont une crise économique qu'on n'a pas eue. Donc ça fait en sorte qu'eux, ils ont peut-être moins ce problème de main-d'œuvre que nous. Okay, oui, c'est vrai. Puis eux, ils ont un fort passé syndical aussi. Donc, tu sais, puis... donc, c'est pas tout à fait... On peut pas faire copier-coller, là. Mais il y a des ressemblances qu'on peut aller chercher, puiser à travers leur expérience. Et par rapport à notre comté, la Côte-du-Sud, oui. On sait qu'il y a des problèmes criants. Il y a beaucoup d'organisations pour la recherche d'emploi dans la région. Oui. Est-ce que vous êtes interpellé par les entrepreneurs, les entreprises pour leur venir en aide ou on sait que on veut changer les règles d'investissement au Québec, là. Oui. Mais est-ce que ça avance? Est-ce qu'on commence à aider nos entrepreneurs? Parce que il y a des entreprises qui ont vraiment de sérieux problèmes de main-d'œuvre. Mon collègue Jean Boulet, ministre de l'Emploi, a entrepris, dès son arrivée en poste, il a appelé ça la grande corvée. Il rejoint chaque entreprise une à une, puis pour trouver quels sont les besoins en matière d'emploi, puis comment on peut répondre à ces besoins. Au ministère de l'Économie, on travaille fort avec un programme qui s'appelle Industrie 4.0. Comment on peut industrialiser, mécaniser, automatiser les façons de faire. Puis ici, on a un exemple important avec Marquis, hein, qui a investi énormément dans l'automatisation des procédés, qui fait en sorte qu'on donne des meilleurs emplois. Puis nous, ça rejoint exactement ce que M. Legault veut amener, des emplois de qualité, des emplois bien rémunérés au Québec pour attirer des cerveaux puis des gens. C'est un peu ça que Marquis fait, hein? A automatisé les procédés de base, puis a replacé, relocalisé les employés à des postes de plus haut niveau, avec des formations, avec une augmentation de salaire, qui fait en sorte qu'ils n'en ont pas de pénurie de main-d'œuvre chez eux, là. Hein, ils conservent leurs employés, ils les déplacent dans des postes plus stratégiques, puis ça va bien. Ça va très bien, mais ils font des achats, ils font des acquisitions. Oui, ils font des acquisitions, ils se développent, ils sont un peu partout au Canada, aux États-Unis, donc c'est de l'argent qui arrive d'ailleurs, c'est de l'argent neuf, donc ça, c'est encore plus intéressant quand on arrive à exporter ou à amener des investissements de l'extérieur pour le Québec, ça fait augmenter nos revenus, là. C'est vraiment intéressant.
Est-ce que vous avez un œil sur ce qui se passe actuellement dans les entreprises de la place là, par rapport à l'emploi? Oui, juste avant l'été, j'ai rencontré là, quelques entrepreneurs. Puis j'aime beaucoup là, faire des déjeuners avec les entrepreneurs. Je vais multiplier pour avoir là, leur écho, leur vision. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Pour moi, c'est important de faire ça, de rester connecté avec les gens qui, au quotidien, vivent les réalités, vivent des enjeux différents, puis ont sûrement des solutions à proposer. Beaucoup nous disent que la solution, c'est l'immigration. Oui, ça, je suis d'accord. Puis on est en train de travailler à faciliter ça là, avec notre loi sur l'immigration. Mais ça ne règle pas tout, exactement. Il faut diversifier nos façons de prévenir là, la pénurie de main-d'œuvre, entre autres en intégrant, en intéressant, dans le fond, des personnes plus âgées, de 65 ans, je crois que c'est 65, excusez-moi, j'ai un petit blanc, et plus, au marché du travail. Donc en gardant aussi ces gens-là qui ont quand même une expertise, une sagesse, une expérience, ça peut combler les problématiques qu'on connaît au niveau de la main-d'œuvre. On va toucher un autre problème. On a parlé de main-d'œuvre. On n'a pas juste des problèmes, là, mais quand vous venez, il faut parler un peu des problèmes et des solutions, parce que je trouve ça le fun que vous nous parliez aussi de solutions. Récemment, on a parlé de dévitalisation des municipalités du Québec. Oui. À ma grande surprise, probablement la vôtre également, il a été mentionné pour Côte-du-Sud, Saint-Fabien-de-Panay. Oui. J'ai été surpris. Maintenant, c'est un problème. Oui. Il est réel. On a parlé de la fermeture de l'école de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Oui. C'est une réalité. Je suis resté surpris un peu par Saint-Fabien-de-Panay parce que Saint-Fabien-de-Panay est quand même actif. Il se passe beaucoup de choses à Saint-Fabien, dans d'autres municipalités aussi. Mais on sait qu'il y a d'autres municipalités qui vivent la dévitalisation. C'est facile à dire, ça. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est aussi criant qu'on le dit? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Oui, il y a lieu de s'inquiéter parce que depuis les 15 dernières années, on a abandonné les régions, les communautés plus rurales. On a abandonné au niveau des services? Au niveau des services, au niveau des politiques publiques. On a énormément investi d'argent dans les grands centres. On a facilité la fusion municipale des grands centres, ce qui a occasionné un regroupement de services puis un rapport de force face au gouvernement très important, comparativement à une communauté comme Sainte-Lucie, même Montmagny, n'a pas les mêmes ressources que Montréal ou Québec pour aller chercher des subventions, parce qu'on fonctionne par subvention. Ça, c'est le problème du gouvernement. On ne devrait peut-être pas fonctionner par subvention. Fait que ça creuse l'écart entre les communautés rurales et les communautés urbaines. Les politiques publiques facilitent la vie en ville plutôt que la vie en milieu rural. Donc, tout ça, c'est ce qu'on a comme travail à transformer. Il faut renverser la vapeur pour s'assurer que, moi je parle beaucoup de services de proximité, pour s'assurer qu'il y ait des services de proximité, que les populations peuvent vivre partout, se répartir sur le territoire. On a un grand territoire et on doit l'occuper, notre territoire. C'est important d'occuper le Québec. On ne peut pas juste dire qu'on va habiter à Québec-Montréal, puis le reste, ça va être des champs puis des forêts. Je pense que c'est important qu'on soit habité, qu'on puisse être là. C'est ce qui rend dynamique le Québec aussi. Qu'on puisse... Donc, c'est sûr que l'article, la voix du consultant est un peu exagérée dans l'article du Journal de Québec. Il faut se le dire. Quand il a nommé les 200 municipalités, ça n'avait pas de bon sens. Mais... Montjoli, puis il y a vraiment des municipalités qui nous ont surpris. Ça a piqué au vif les municipalités aussi, avec raison. Parce que les municipalités travaillent fort pour maintenir, pour travailler, pour développer des services. Mais on doit travailler de notre côté, au niveau du gouvernement, à faciliter cette vie en milieu rural, cette vie dans les communautés, puis assurer qu'il y ait une revitalisation. Moi, ce que je pense, c'est qu'il manque de vision. Depuis 15 ans, on a abandonné les régions. Il faut ramener une vision de notre occupation du territoire, de notre développement, de comment on maintient les municipalités, comment on structure les municipalités au cours des prochaines années. On ne pourrait pas les fusionner. Il y a des petites municipalités. On ne pourrait pas les aider peut-être Mais c'est pas tant une fusion. À se mettre ensemble, non? Moi, je ne sais pas si c'est ça la solution. Je pense qu'il faut d'abord parler avec les municipalités. C'est comment on regroupe les services, comment on se dote de services communs. On en parlait pour le système de santé. Imaginez la logique de services différentes. C'est la même chose pour le monde municipal. Comment on se donne des services communs? C'est déjà terminé, puis il me semble que ça a passé comme... Ben oui! Hein? Puis je ne vous ai pas donné ma nouvelle. Vous avez une nouvelle? Oui, j'ai une grande nouvelle.
Allez-y. Dans mon bureau de comté, à partir d'aujourd'hui, M. Jean-Guy Desrosiers devient mon directeur de bureau et conseiller politique. Donc, M. Desrosiers, là, ça faisait longtemps que je travaillais fort pour qu'il puisse venir avec nous. Puis là, il se joint à l'équipe à partir d'aujourd'hui. Donc, je suis très fière de... Une belle nouvelle, parce que c'est un homme d'expérience. C'est un homme d'expérience avec une grande expertise, qui connaît bien la région, qui est impliqué à plusieurs niveaux politiques. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous ici. Quelles seront ses fonctions principalement? Oui, directeur du bureau de comté et conseiller politique. Bien, bravo, félicitations. Merci. Pour cette belle nouvelle. Oui. Et Marie-Ève, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est toujours un plaisir d'être ici. Et merci d'être là. Même vous êtes arrivé de bonne heure, ça vous a permis de vous reposer un petit peu. Merci d'être là. On apprécie grandement votre présence. On se retrouvera probablement d'ici la fin du mois d'août. Oui. Entre-temps, les vacances sont terminées? Oui. Oui. Je suis prête à 2 être... semaines bien reposantes? Oui. Puis là, on vous laisse tranquille pendant 2 semaines? Oui. Oui? Oui. Je parle du gouvernement, là. Oui, tout à fait. J'ai pu prendre des vacances comme tout le monde. Là. Bon, arrêtez. Ça fait du bien. Marie-Ève Proulx, députée et ministre de notre comté, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve prochainement. Oui. Voilà.